Bienvenue à toutes et à tous à cette conférence qui va conclure notre journée portes ouvertes de la formation continue. Le thème de cette journée de la formation continue est « Assembler les compétences à l'ère de l'intelligence artificielle » et le thème de la conférence ce soir « Quelle place pour les compétences transversales à l'ère de l'intelligence artificielle ?» Cette journée a vraiment été pensée avec la volonté de proposer une exploration approfondie des compétences transversales. Mais finalement, qu'est-ce qui est défini par ce terme « compétences transversales » qui est devenu très à la mode depuis quelques années, mais qui était absent de nos discussions il y a 20 ans? Le cycle d'orientation se préoccupe de donner aux élèves des compétences transversales. La réforme de la nouvelle maturité parle de renforcement de compétences disciplinaires, mais en plus de l'introduction de compétences transversales. À l'université, nous souhaitons valoriser et renforcer les compétences transversales acquises dans nos formations de base et continues et parlons de passeport de compétences transversales. Finalement, comprenons-nous tous la même chose lorsque nous en parlons? Y a-t-il même une seule définition? Il est évident que pour évoluer dans notre société, les connaissances disciplinaires ne suffisent pas, même si elles restent essentielles. Nous devons pouvoir nous exprimer, prendre la parole devant des publics de taille et de nature différentes, travailler en groupe, travailler avec des personnes qui ont des compétences disciplinaires différentes, écouter, entendre et comprendre l'autre, évaluer de façon critique, diriger, modérer, sensibiliser, être curieux, patient, engagé, etc. Tout ceci est devenu de plus en plus essentiel dans un monde en ébullition qui évolue très rapidement, plus rapidement que jamais, des technologies et méthodes de travail qui bouleversent dans des échelles de temps d'1 an ou moins, là où autrefois on pouvait prévoir des dizaines d'années, et avec des positions des uns et des autres toujours plus polarisées, une méfiance du savoir et une idée répandue de complot autour de nous, un public qui ne propose plus d'appuyer une opinion sur des faits. L'université, dans ses missions de recherche, s'intéresse aussi aux compétences transversales et elle peut donc offrir des socles de savoir sur lesquels s'appuyer. J'espère que vous avez déjà pu profiter un peu des activités offertes ce jour et sans plus tarder, je cède maintenant la parole à notre directrice de la formation continue, Sophie Hubert. Merci beaucoup, Madame la vice-rectrice, professeure Martine Collard, pour vos mots d'introduction. C'est à moi de vous souhaiter la bienvenue pour ceux et celles qui ne m'ont pas encore vue et que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer à l'occasion du World Café. Bienvenue à cette conférence qui va apporter des éclairages complémentaires au débat que nous avons eu un peu plus tôt et qui va nous permettre en principe d'aller plus avant dans l'exploration des hypothèses que nous avions formulées. Est-on vraiment face à une place particulière à accorder aux compétences transversales? Sont-elles véritablement un atout? Nous en avons parlé pour l'employabilité, mais dans un contexte d'évolution extrêmement rapide du monde du travail et des métiers. Avec les compétences transversales, avons-nous là affaire à des compétences dont la robustesse est accrue par rapport aux compétences métiers? Ce sont des hypothèses que nous avons formulées, des questions que nous avons formulées et auxquelles nous essaierons de répondre un peu plus avant pendant cette conférence. Si vous pensez que la carte et la pièce de puzzle que vous avez en main est utile ou plus utile que d'autres compétences face aux transitions numériques, démographiques, écologiques en cours, levez votre carte. Nous ne sommes pas loin d'une unanimité. Merci beaucoup. Une première hypothèse pourrait être confirmée. Nous allons tous et toutes être intervenants ce soir. L'idée est effectivement que nous avons 3 intervenants particuliers. Nous accueillons la professeure Nathalie Delobe autour de la table. Nathalie est professeure dans la section des sciences de l'éducation, le département des sciences de l'éducation dans la faculté de psychologie et de sciences de l'éducation. Elle nous arrive de Belgique et nous profitons de son savoir et de ses recherches depuis plusieurs années. Je vous laisse découvrir ces domaines de prédilection. Nous avons également la chance d'avoir le professeur David Sander. David est également professeur à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation avec
un focus plutôt psychologie, mais il est également directeur du Centre interfacultaire des sciences affectives et à ce titre-là nous éclairera sur certaines compétences en particulier. Et notre dernier intervenant, c'est Raphaël Zafran, directeur adjoint du Centre pour la formation continue et à distance. Il s'intéresse depuis plusieurs mois maintenant à l'apprentissage à l'ère de l'intelligence artificielle et à la compétence, à la concentration comme super compétence du XXIe siècle. Voici nos 3 intervenants au niveau du panel, mais vous serez également intervenants. Ceux d'entre vous qui ont participé au World Café, un certain nombre de vos questions ou de vos affirmations, de vos idées vont être reprises ce soir. Et nous vous invitons toutes et tous à participer, notamment dans le moment qui sera réservé aux questions à la fin de ce panel. J'espère que tout est clair. Votre compétence de concentration est-elle enclenchée? Ou n'êtes-vous là que pour la tombola? Bien, l'humour est présent, c'est parfait. On va démarrer. Alors, on a pris pour acquis presque tout l'après-midi déjà que tout le monde savait de quoi on parlait quand on parlait de compétences transversales. Et on a effectivement, pendant le World Café, fait une liste de compétences prioritaires. On a parlé de pensée critique, de compétences émotionnelles, de capacité à écouter l'autre, etc. Mais finalement, pourquoi une telle dichotomie, Nathalie, entre compétences transversales et compétences plus techniques ou compétences métiers? J'ouvre mon micro, déjà une compétence. Déjà. Donc voilà, je vais peut-être revenir sur les bases du mot transversal. Dans compétence transversale, le mot qui accroche souvent l'attention, c'est transversal, et un peu moins le mot compétence d'ailleurs. Donc, ce qui fait qu'on y met aussi beaucoup de choses qui ont pour caractéristique d'être transversales à plusieurs métiers, à plusieurs situations professionnelles, à plusieurs contextes d'exercice des activités, qu'elles soient professionnelles ou autres d'ailleurs. Donc ça, c'est une première dimension du mot, parfois qui est réduite à la notion aussi de transférabilité. Une compétence transversale, ce n'est pas nécessairement la même chose qu'une compétence transférable. Une compétence transférable, c'est une compétence que je peux mettre en œuvre dans un métier donné et qui est aussi utile dans d'autres contextes d'exercice. C'est la même compétence, dans le même type d'activité. La compétence transversale est censée être beaucoup plus générique encore et à différents contextes. Alors, on peut dire c'est simple comme définition, en même temps, ça a des conséquences importantes parce que ça veut dire que c'est une approche de la compétence qui est par essence décontextualisée. En tout cas, transversale à plusieurs contextes, alors qu'il y a une autre approche de la compétence qui nécessairement considère que la compétence, elle s'exerce dans un contexte donné, dans une situation, c'est cette habileté à, dans une situation face à un problème donné, mobiliser des ressources personnelles multiples pour arriver à ce qui est considéré comme une performance à un moment donné, à un moment de l'histoire, dans une culture ou autre. Voilà. Donc, décontextualisation. Deuxième élément, c'est que la compétence transversale, très vite, elle devient un attribut individuel. Donc, une lecture très individualisante et très vite psychologisante, je suis moi-même psychologue, donc je peux me permettre aussi donc lier une caractéristique qui serait avant tout un attribut individuel. Là aussi, petite option forte qui est prise sur la notion de compétence. Par opposition à des compétences hard, alors cette opposition entre hard skills, soft skills, semble-t-il que la première fois que le mot soft skills a été utilisé dans une conférence, c'était déjà en 1972. Donc, c'est vraiment pas nouveau. Ça fait 50 ans qu'on parlerait de compétences de soft skills. Ça fait très longtemps. Et c'est vrai qu'il y a cette dichotomie qui est de dire il y aurait d'un côté des compétences disciplinaires ou des compétences métiers, en tout cas spécifiques à certains champs d'activité, certaines expertises particulières, et puis de l'autre des compétences qui seraient plus mobilisables dans des contextes différents et qui seraient, il y avait d'ailleurs un World Café là-dessus, qui serait gage d'employabilité. C'est ça, on voit que même si la notion existe depuis 50 ans, ça fait une vingtaine d'années qu'elle a vraiment reçu beaucoup plus d'attention.
notamment dans un contexte de marché du travail fort changeant. Donc il y a plusieurs, je dirais, il y a des vieux courants sur la compétence transversale. Par exemple, les compétences transversales pour les postes managériaux, elles sont étudiées depuis plus de 50 ans aussi. Hein, ça fait déjà, les référentiels de compétences transversales pour ce métier particulier et un peu indéfinissable que sont les métiers du management, des référentiels de compétences transversales, on en a depuis très très longtemps. De même, dans le champ de l'éducation, j'ai fait lire la semaine passée à mes étudiants un texte de 1969 de Carl Rogers qui déjà disait l'éducation, il s'agit d'enseigner des savoirs, c'est fini. Il faut travailler sur des compétences, en particulier la fameuse compétence à apprendre. Donc il faut outiller, et c'était déjà le même discours que maintenant, il faut outiller les apprenants à se débrouiller, à survivre dans un monde qui est changeant, volatile. On ne sait pas dans quel monde vivront les adultes qu'on est en train de former maintenant. On ne sait pas dans quel monde ils vivront. Donc il faut, grâce aux compétences transversales, faire face à ça. Il y a un discours assez ancien là-dessus. Puis il y a des tendances plus nouvelles. Je ne sais pas si je me permets d'en... J'allais y revenir, effectivement, parce que est-ce qu'on est face à un effet de mode? Parce que les discours aujourd'hui articulés sur les compétences transversales, ce sont des discours qui émanent d'acteurs très différenciés. On a des acteurs privés, on a des acteurs publics-privés comme le WEF. Il nous permet chaque année de refaire la liste des compétences transversales prioritaires, etc. On a des acteurs complètement intergouvernementaux, on pense au BIT. On a des acteurs plus proches du monde des sciences de l'éducation. Mais je dirais que depuis 5-6 ans, et avec un pic fort depuis le Covid, on a de nouveau une bataille discursive presque sur les compétences transversales et une bataille aussi sur les cadres, les définitions, à croire que maintenant l'essentiel c'est de fixer ces cadres. Hein. Et on pense au cadre, un cadre en ce moment qui est souvent pointé, c'est les Inner Development Goals, en lien et en parallèle avec les Sustainable Development Goals et qui sont des éléments de compétences transversales, mais dans un cadre extrêmement précis. Donc on sent la bataille discursive. Est-ce qu'on est dans un phénomène de mode? Est-ce qu'au contraire, le contexte actuel appelle à réinvestir les compétences transversales? Je pense qu'il y a effectivement des choses qui sont plus récentes dans l'histoire et qui font l'engouement pour ce concept. Alors la question, c'est vrai qu'on s'affronte beaucoup sur les questions de liste de compétences transversales, de définition, et chaque acteur public, chaque acteur politique, il va de sa propre liste. C'est la même chose dans les entreprises elles-mêmes, qui toutes finissent par construire des référentiels de compétences transversales qui varient, qui sont chaque fois quand même souvent des constructions maison, ou bien empruntées à des consultants, qui varient d'une entreprise à l'autre. En fait, le fond du débat, il n'est pas tellement de savoir c'est quoi la liste des compétences transversales, comment on va les définir, est-ce qu'il y a moyen de s'arrêter, de se mettre d'accord sur une seule liste. Le fond du débat, c'est de se dire il faut préparer à quelque chose de plus que les savoirs ou les compétences disciplinaires. Et je dirais encore plus aujourd'hui avec l'avènement de l'IA, puisque l'IA, c'est tellement de choses, tellement rapidement, peut nous aider à répondre à tellement de questions en termes de connaissances. Hein. C'est assez fabuleux. Hein. L'ère des encyclopédies, c'est fini, en fait. Hein. C'était ce qu'on a... Et donc, voilà. Et donc, je pense que l'engouement pour ça... Ce qui est nouveau, en fait, c'est que ce discours-là est arrivé dans l'enseignement supérieur universitaire avec tellement de force. Et ça, je pense que c'est quand même lié au tournant Bologne, où effectivement, la réforme de Bologne a non seulement harmonisé la structure des études, mais a aussi vraiment poussé l'enseignement supérieur à s'interroger sur quel est le cadre des compétences transversales qui différencie un enseignement de tel niveau d'un enseignement de tel niveau. Qu'est-ce qu'on doit viser au niveau bac? Qu'est-ce qu'on doit viser au niveau master? Qu'est-ce qu'on doit viser au niveau doctorat? Et au-delà de ça, qu'est-ce qui fait que finalement les compétences communes à tous les diplômés universitaires, quelle que soit la discipline où ils sont? Est-ce qu'il y a des compétences transversales qui sont plus fortes dans certains diplômes que dans d'autres? Par exemple, de nouveau, les écoles de management ont été assez pionnières dans l'identification des compétences transversales. Et ça, face, je dirais, à une injonction publique qui est de dire, bon, université, c'est très bien d'être les dépositaires du savoir, des espèces d'encyclopédies encore, mais il faut former aussi des jeunes qui soient employables, et c'est un des mots qui est souvent associé à compétences transversales, en tout cas prêts
à relever les défis du marché de l'emploi, éviter de nous former des chômeurs ultra qualifiés, si je peux résumer les choses comme ça. Pour un certain nombre de diplômes, le discours était celui-là. Et puis alors on voit aussi apparaître aujourd'hui des enjeux plus majeurs qui étaient déjà ceux qui interrogeaient l'enseignement initial, dire on forme pas seulement, on n'est pas seulement là pour instruire, mais on est là pour éduquer plus globalement. C'est la même chose à l'université, on n'est pas seulement là pour instruire, mais on est là pour éduquer les citoyens, préparer les citoyens de demain. Et les enjeux du citoyen, ça c'est intéressant, c'est pas seulement des enjeux d'emploi, d'efficacité du marché du travail, etc. C'est aussi des enjeux de développement durable, de citoyenneté, etc. Donc il y a un rôle éducatif plus large, et c'est, je pense, ça qu'il faut surtout retenir derrière cet engouement pour les compétences transversales. C'est là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant, quoi. Ouais. Je vais rebondir du coup sur cette notion de formation à l'université aux compétences transversales, puisque et la vice-rectrice l'a mentionné et Nathalie vient de le mentionner. C'était une question que j'avais initialement pour Raphaël, un peu plus tard dans la conférence, mais on se lance. Comment à l'université, dans les formations de base, dans les formations continues surtout, forme-t-on à ces compétences transversales et suit-on finalement ce qu'on a discuté au World Café, qui étaient les mises en situation, les jeux sérieux, les hackathons? Est-ce qu'on fait tout ça à l'université? Oui, merci pour cette question. Alors, je pense qu'il y a déjà quelque chose qu'il faut dire, c'est que, puisque c'est quelque chose qui est ressorti des tables du World Café, c'est qu'on peut se former aux compétences transversales. Contrairement peut-être à certaines idées reçues sur des dispositions initiales que les individus peuvent avoir, par exemple, par rapport au travail d'équipe, aux compétences émotionnelles. On peut se former aux compétences transversales. Et ça peut être fait de différentes manières, notamment à l'université. Ça peut être fait au sein de formations formelles structurées, donc voilà, des formations diplômantes, certifiantes. Mais ça peut être aussi fait, ça c'est quelque chose qui est beaucoup revenu lors de nos discussions, à travers le mentorat, ce qu'on appelle le peer-to-peer également, et évidemment l'expérience pratique. Et ça, évidemment, on le fait, notamment en formation continue. On a de nombreux programmes qui proposent ce type d'expérience pratique, d'application de savoir en pratique, de projets capstones, par exemple, qui permettent aux participants et aux participantes de vraiment mettre en pratique et, par ce biais, acquérir certaines compétences transversales de collaboration, de travail d'équipe, etc. Un élément qui est revenu et qui me semble essentiel et qui rejoint un petit peu ce qu'on a dit par rapport au fait que finalement, ce n'est pas vraiment utile de dire quelle est la liste des compétences transversales, comme tu le disais, mais que c'est aussi une question de posture, une posture de l'individu, une posture de l'institution par rapport à, disons, ce travail réflexif qui est essentiel sur son propre apprentissage, sur son propre métier. Et lorsqu'on est manager ou même directeur ou directrice d'institution, l'évolution des métiers, des collaborateurs et des collaboratrices que l'on gère. En termes de format, le fait de former aux compétences transversales, ça peut être fait de différentes manières, notamment à l'université. Ça peut être fait à travers, simplement, comme je le disais tout à l'heure, intégrer la formation à ces compétences via des activités spécifiques dans des formations thématiques. Donc on parle simplement de travail de groupe, par exemple d'activités liées à de mise en situation, de serious games dont on a parlé beaucoup au World Café. Mais ce qui peut être aussi fait, et peut-être que David Sandor pourra en parler notamment par rapport aux compétences émotionnelles, c'est développer des modules spécifiques et très ciblés sur des compétences transversales en particulier, par exemple les compétences attentionnelles pour lesquelles il y a déjà une micro-certification disponible à l'université et très prochainement également autour des compétences attentionnelles. Merci beaucoup. J'aimerais rester juste un court instant sur cette question de formation et vous inviter à revenir sur la pièce de puzzle que vous avez devant les yeux, en vous demandant tout d'abord si vous avez eu l'occasion de vous former à la compétence que vous voyez sur la pièce de puzzle.
vous êtes-vous formé de manière spécifique à cette compétence? Donc pour certains d'entre vous, oui. Avez-vous formé quelqu'un à cette compétence? Oui, merci. Pensez-vous qu'un format e-learning conviendrait à la formation à cette compétence? Oui, c'est très varié en fait comme réponse. C'est extrêmement intéressant de voir un peu la vague dans l'auditoire par rapport à vos réponses. Un grand merci. Maintenant qu'on a essayé de clarifier donc cette dichotomie, cette particularité de l'intérêt donné aux compétences transversales maintenant, on s'est interrogé sur la façon de former. J'aimerais revenir un instant, notamment avec David, sur la recherche scientifique qui est menée ici, mais aussi dans d'autres universités, en creusons un tout petit peu sur les compétences émotionnelles, mais avant ça, rappelez aussi que si ici nous avons des collègues de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, on a rappelé que d'autres facultés sont aussi engagées dans ces recherches, la faculté d'économie et de management, l'Institut des sciences de l'environnement pour la pensée systémique, etc. etc. L'idée n'est pas qu'une seule faculté ou une seule discipline, en fait, est le monopole de la recherche. Mais comme on s'intéresse aujourd'hui plus particulièrement aux compétences émotionnelles et attentionnelles, on va demander à David, justement au CISA, quelles compétences transversales sont plus particulièrement objet d'étude? Oui, merci beaucoup Sophie pour la question. Ça me fait très plaisir de pouvoir partager avec vous les recherches que nous faisons donc, au Centre interfacultaire en sciences affectives. Et c'est vrai qu'il y a une forme de compétence qui nous intéresse beaucoup, qu'on appelle souvent les compétences socio-émotionnelles et qu'on appelle nous plus spécifiquement les compétences émotionnelles. Et c'est un petit peu la rencontre entre deux mondes. D'un côté, il y a le monde de la formation continue, le monde professionnel, et puis de l'autre côté, il y a le monde de la recherche sur les émotions. Et dans le monde de la recherche sur les émotions, il y a eu en 1990 un article qui est resté assez célèbre, qui avait un titre un peu bizarre, qui s'appelait Emotional Intelligence, donc intelligence émotionnelle. Je dis que c'est un titre potentiellement bizarre parce que les auteurs ont même, de la première ligne, dit mais est-ce que ce n'est pas une contradiction dans les termes? Est-ce qu'on peut être intelligent et en même temps avoir beaucoup d'émotions? Et en fait, ils expliquent et ils démontrent par pas mal de recherches que finalement, non seulement ce n'est pas contradictoire, mais qu'il y a un vrai intérêt à avoir des compétences émotionnelles, parce qu'ensuite on utilisera plutôt le terme de compétences émotionnelles que d'intelligence émotionnelle, pour toute une série de raisons. Et donc depuis les années 90, il y a eu un grand nombre de recherches qui ont été réalisées qui montrent que si on a des compétences émotionnelles, et puis je vous en parlerai un peu plus après, eh bien on va avoir de meilleures performances professionnelles, de meilleures performances à l'école pour les enfants. Je travaille beaucoup sur ces questions-là personnellement. On va avoir aussi une meilleure santé mentale, une meilleure santé physique. Il y a beaucoup d'aspects qui vont être améliorés. Alors, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle des compétences émotionnelles? Eh bien, on parle en fait de toute une série de compétences. Encore une fois, il n'y a pas une liste qui est gravée dans le marbre, mais disons, essentiellement, il y a toutes les compétences qui sont liées au fait d'avoir des émotions justifiées. Ça peut peut-être vous surprendre, mais c'est l'idée que les émotions, très souvent, sont rationnelles et qu'on parlera d'intelligence émotionnelle quand on a une réaction justifiée à une situation. Je vous donne un exemple tout simple. Si vous êtes face à un danger et que vous n'avez pas peur, en fait, ce serait irrationnel de ne pas avoir peur. La réaction rationnelle face à un danger, c'est d'avoir peur. Quelqu'un qui se mettrait en colère sans raison, c'est une colère qui ne serait pas justifiée. Donc de ce point de vue-là, ce ne serait pas intelligent émotionnellement. Une autre compétence qui est très étudiée, c'est la compréhension des émotions, c'est-à-dire les connaissances que l'on a à propos du monde émotionnel. Si je vous parle de quelqu'un qui est triste, qu'est-ce que ça active chez vous dans vos représentations? Est-ce que vous avez une idée de pourquoi la personne pourrait être triste? Probablement que c'est parce qu'elle a perdu quelqu'un ou quelque chose. Qu'est-ce qu'elle va faire quand elle est triste, etc. Ça, c'est la compétence de compréhension des émotions. Ensuite, il y a la compétence de reconnaissance des émotions. Et là, il y en a deux facettes. Il y a la reconnaissance de ses propres émotions. Est-ce que vous êtes capable de savoir quelle émotion vous ressentez en ce moment? Peut-être de l'intérêt ou de la curiosité, on espère, mais voilà. Est-ce que vous êtes capable de reconnaître les émotions que d'autres ressentent? Quand vous discutez avec quelqu'un, quand vous communiquez, dans le monde professionnel, évidemment, c'est très très fréquent. Est-ce que l'on peut reconnaître les émotions d'autrui? Et puis, je terminerai comme forme de compétence avec la régulation
des émotions, qui est probablement une des compétences les plus étudiées depuis les années 2000. Et là, à nouveau, il y a les deux facettes. C'est-à-dire, il y a la régulation des émotions d'autrui. On parle parfois de gestion des émotions. Est-ce que, je ne sais pas, dans l'équipe, quand vous travaillez en groupe, est-ce que vous êtes capable de gérer, de réguler les émotions des autres? Et ce n'est pas seulement de loin diminuer les émotions négatives des autres, pas seulement du tout, ça peut être aussi augmenter les émotions agréables, les émotions positives. Un de notre job à nous, c'est d'essayer justement de générer des émotions comme de l'intérêt ou de la curiosité, d'accord? Donc de ce point de vue-là, on fait de la gestion émotionnelle. Et en tant qu'enseignant, c'est aussi un peu ce qu'on essaye de faire. Et puis, il y a la régulation intrapersonnelle, c'est-à-dire, est-ce qu'on est capable, si on le souhaite, de réguler ses propres émotions? Et là, c'est souvent plus difficile à faire qu'à dire. C'est-à-dire que si vous êtes en colère, est-ce que vous arrivez à diminuer cette colère? Est-ce que vous mettez en place des stratégies efficaces pour diminuer cette colère? Si vous avez peur, est-ce que vous réussissez à avoir moins peur? Et de la même manière, si vous voulez augmenter vos propres émotions agréables, est-ce que vous avez des stratégies qui permettent d'augmenter ces émotions agréables? Donc en fait, toute cette palette, vous voyez, de ce qu'on appelle compétences émotionnelles, qui correspond à cette idée d'intelligence émotionnelle, eh bien du coup, on développe des manières pour essayer de les étudier expérimentalement, pour essayer de les mesurer, avec l'idée qu'elles ne sont pas seulement utiles dans notre vie de tous les jours, parce que c'est des compétences naturelles qu'on a développées, elles n'ont pas été créées pour le monde professionnel, mais elles sont évidemment mises à profit dans les environnements du monde professionnel. Tu viens d'évoquer des modalités de recherche. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Parce qu'on peut imaginer dans d'autres sciences la possibilité d'être dans des laboratoires et effectivement de faire des expérimentations, mais sur des compétences comme ça humaines, comment se montent les modèles de recherche? On va aussi en laboratoire, figure-toi. Ouais, c'est aussi beaucoup en laboratoire. Et c'est une des caractéristiques de la recherche à l'université, ce qui ne nous permet pas toujours d'aller extrêmement vite, mais qui est, je pense, un des fondements de ce qui fait que nous sommes une université, c'est le côté evidence-based, c'est-à-dire que l'on va faire de la recherche très souvent expérimentale pour essayer d'avoir des arguments pour justifier telle approche plutôt que telle autre approche. Et en général, quand on fait des études sur les émotions, effectivement, on va souvent en laboratoire. Et puis, il y a des développements de recherche expérimentale pour induire, par exemple, des émotions, et puis pour mesurer les réponses émotionnelles des individus. On peut le faire de multiples manières, on pourra y revenir si besoin, mais disons qu'il y a des développements méthodologiques comme ça qui permettent de mesurer les émotions. Et puis il y a des tests qui sont développés aussi de plus en plus pour mesurer les compétences émotionnelles dont on vient de parler. Ça peut être souvent des tests auto-rapportés. Celles et ceux qui étaient peut-être à la table où il y avait Marcello Mortillaro, j'imagine, qui vous a expliqué et qui travaille aussi dans notre centre le type de test qu'on a pu développer. Et donc, il y a des recherches sur les compétences elles-mêmes. Donc, par exemple, au niveau comportemental, on fait aussi beaucoup d'études en physiologie pour comprendre comment le corps réagit aux émotions, et puis beaucoup d'études en neurosciences pour essayer de comprendre les mécanismes cérébraux sous-jacents aux différentes émotions et différentes compétences émotionnelles. Ça, c'est pour la partie expérimentale. Mais il y a aussi de la recherche qui peut être faite sur la formation, disons, à ces compétences émotionnelles. Et là, toutes les recherches qui sont effectuées, c'est toujours un peu une même logique. Ce sont des programmes dans lesquels il y a un pré-test, un post-test, c'est-à-dire qu'on essaye d'évaluer comme on peut des compétences émotionnelles, à la fois avant et après une intervention. Et les interventions, elles sont typiquement d'une dizaine de séances. Et puis ces séances, il va y avoir des aspects conceptuels, des aspects théoriques, des aspects pratiques, des aspects de travail sur soi, de travail entre deux séances, pour évaluer ensuite l'effet de ce programme. Parce que c'est une des difficultés qu'il y a dans le domaine de la formation aux compétences émotionnelles, comme pour plein d'autres compétences, c'est qu'il y a plein de personnes très intéressantes qui peuvent avoir des excellentes idées, mais si jamais il n'y a pas quand même de démonstration, au moins à minima, qu'il y a une efficacité, c'est plus délicat évidemment de proposer ce type de formation. Donc nous, on met beaucoup l'accent sur qu'il y ait au moins quelques arguments expérimentaux pour dire qu'en post-test, il y a une augmentation par rapport à en pré-test grâce à certains types de formations. Alors j'aimerais savoir qui d'entre vous aimerait une fois participer à une recherche expérimentale. Merci beaucoup pour les volontaires. Splendide. David, tu as mentionné effectivement aussi l'intervention sur des, pas seulement au niveau de l'université, mais au niveau de la formation pré-universitaire. Oui. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Parce que finalement, on est là sur des fondements sur lesquels ensuite on va travailler. Alors, c'est vrai que dans notre équipe de recherche, on a
pour l'instant surtout travailler en collaboration avec le DIP et les écoles, donc soit les écoles primaires ou le secondaire. Puis je peux mentionner peut-être quelques exemples. Donc, par exemple, il y a eu une recherche conduite par le professeur Édouard Janta et la docteure Sylvie Richard sur le jeu symbolique en tout début de primaire, le jeu symbolique à propos des émotions. Et puis elle a pu démontrer de manière assez claire qu'il y avait un effet positif du jeu symbolique comme manière de former en fait à certaines compétences émotionnelles. Et elle a pu mesurer d'une part une augmentation de certaines compétences émotionnelles, et puis d'autre part aussi une augmentation de la réussite scolaire, en fait, de la performance des élèves dans certaines matières, par exemple en mathématiques. Ça, c'est un exemple. On a aussi, avec la faculté de médecine, une jolie collaboration avec la professeure Camille Piguet, qui est psychiatre et qui a eu un grand projet sur l'entraînement à la méditation. Donc en fait, la méditation, c'est une technique qui est très souvent utilisée comme une forme d'approximation un petit peu de la formation aux compétences émotionnelles. Et donc elle a un très grand projet avec les adolescents principalement, pareil, pré, post-test, avec beaucoup de neuroimagerie aussi, pour voir les effets de la formation à la méditation de type mindfulness chez les adolescents. Puis je terminerai avec un troisième exemple qui est un projet FNS qu'on a obtenu pour travailler notamment avec le CFPP, le Centre de formation pré-professionnelle, avec les adolescents, où on avait 4 conditions expérimentales. Il y avait une condition de type méditation mindfulness, il y avait une condition de type jeu sur les émotions qui permettait, on pense, de développer certaines compétences émotionnelles. Et puis il y avait une condition expérimentale de type théâtre d'impro, à propos des émotions. Les adolescents ont particulièrement apprécié ça, ça fonctionne bien. Et puis il y avait une condition contrôle où ils devaient apprendre à faire un CV, ce qui n'est pas vraiment développer des compétences émotionnelles, c'est pour ça que c'est contrôle. Et du coup, c'est le type de recherche où on peut comme ça avoir une étude pré, une étude post, et puis là c'était sur 2 ans, on a pu suivre des classes, et puis évaluer l'effet de certaines formations aux compétences émotionnelles. Donc on valorise pas mal cette approche expérimentale de ces études. Merci beaucoup. Une question, Nathalie. Est-ce que dans le cadre des programmes MRHC, on a aussi une approche expérimentale avec finalement, on fait le levier des recherches et des résultats de recherche pour immédiatement les transfuser dans le programme? Je dirais expérimental, non. Donc, ce n'est pas un laboratoire d'expérimentation, les programmes MRHC. Aussi parce qu'on a une vision beaucoup plus large des compétences auxquelles on forme. On forme avant tout, je veux dire, alors, c'est des métiers qui sont les métiers MRHC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des programmes de formation continue au management humain, à la gestion des ressources humaines, à la gestion des carrières. C'est des métiers où il y a une vraie expertise art aussi, hein. Il y a des experts, c'est des métiers avec une vraie spécificité. Il suffit pas d'être intelligent émotionnellement, sympathique, d'avoir les relations faciles pour être un bon manager et pour être un bon gestionnaire des ressources humaines. Hein, ça, je pense qu'il faut sortir de ce schéma un peu bisounours. Donc, ça veut dire aussi que on travaille sur des compétences, enfin, ce à quoi on essaye de préparer, c'est des compétences métiers pour des métiers où effectivement on est sollicité dans des situations complexes, changeantes, pour une bonne partie non prévisibles, dans lesquelles on va devoir mobiliser à la fois des compétences assez techniques, des connaissances, une compréhension approfondie, avoir des outils théoriques, conceptuels pour comprendre de manière approfondie et systémique des réalités sociales, individuelles, mais aussi organisationnelles et plus larges encore, qui sont compliquées, qu'il faut pouvoir décoder, et en même temps, face auxquelles il faut pouvoir avoir aussi des capacités d'action qui nécessitent un tas de compétences transversales, dont effectivement des compétences de gestion émotionnelle très certainement, mais aussi des compétences d'anticipation, de planification, de gestion de son propre travail, de projet, etc., etc. Donc ça veut dire qu'on prépare à des métiers pour lesquels il y a, à des situations pour lesquelles il y a une vaste gamme de compétences à mobiliser simultanément. On ne travaille pas de façon isolée sur l'une ou l'autre compétence. Mais on définit les compétences en termes d'activités complexes. Et alors, on a la chance, en formation continue, de travailler avec des personnes qui ont déjà une expérience professionnelle, qui arrivent avec leur propre situation, les complexités de chacune de leurs situations, dans des environnements variés. Et cette diversité de situations, parfois c'est des études de cas qu'on amène aussi nous-mêmes, mais cette diversité de situations sur lesquelles on peut travailler, souvent en groupe d'ailleurs,
dans des processus qui sont assez exigeants, ça développe aussi par l'exercice, en quelque sorte, toute une série de compétences. En tout cas, je pense que ça les entraîne. Alors, c'est un vaste débat. Là, on voyait bien que les compétences émotionnelles, mais c'est probablement le cas de toute une série de compétences transversales, sont liées à la réussite académique. Et effectivement, les liens entre soft skills, et on a parfois tendance à considérer qu'à défaut de compétences hard, techniques, on va pouvoir compenser avec des bonnes compétences transversales. Et en fait, les quelques travaux qu'on a ont tendance à montrer que les deux vont plutôt de pair. Les compétences transversales, notamment toutes les compétences en self, être capable de se gérer soi-même, être capable, le self-directedness dans l'apprentissage, par exemple, etc. Donc la compétence d'apprentissage autogérée, etc. Toutes ces compétences-là aident à développer plus facilement, plus rapidement des compétences dures, y compris en mathématiques, par exemple, si j'ai bien compris, des compétences dures. Et les compétences dures, en les développant, forcent à exercer aussi une série de compétences transversales. Donc, je ne pense pas qu'il faut aller vers un modèle, en tout cas, c'est l'approche de MRHC, en tout cas, on ne va pas vers un modèle où on dissocie les compétences des unes des autres. Le propre d'une compétence, d'une situation qui mobilise des compétences, c'est de travailler sur des combinaisons, des faisceaux de compétences. Et c'est d'ailleurs très heureux pour les participants eux-mêmes, parce que si vous êtes particulièrement fort dans telle compétence transversale et un peu moins à l'aise dans telle autre, c'est chaque fois toute une panoplie de compétences qui sont en jeu. Donc vous allez chacun à votre façon jouer sur vos forces, pallier vos défauts, mobiliser aussi les choses de façon collective. Dans une équipe, on voit clairement des équipes qui se composent, l'un est plus fort en communication, l'autre en analyse abstraite, etc., etc. Tout ça c'est la richesse de la vie, et c'est comme ça que fonctionne le monde professionnel. Donc voilà. Merci. Donc, pas d'expérimentation avec nos participants en formation continue, sauf peut-être, nuance, non, de la part de David? Non, justement, c'était pour éviter un malentendu. C'est-à-dire que les micro-certifications sur les compétences émotionnelles, il n'y a pas non plus d'études expérimentales à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pré-test et de post-test. C'est plutôt que ce dont on parle dans la formation continue, on essaye de se fonder sur des recherches qui ont eu cette approche expérimentale. Mais la formation elle-même, elle n'est pas expérimentale. On va passer à une exploration un peu plus approfondie des interactions entre ces compétences transversales, donc, dont on parle donc depuis une cinquantaine d'années, plus fortement encore depuis une vingtaine d'années, en lien avec l'IA. Je pense que c'est le moment de se plonger, et si un grand nombre de recherches récentes, notamment, mentionnent un impact émotionnel fort face à l'émergence de l'IA, en soulignant surtout les émotions négatives qui sont générées, on souligne presque à contrario aussi l'importance d'une maîtrise accrue des compétences émotionnelles. Est-ce que toutes ces compétences émotionnelles dont on a discuté un peu plus tôt, David, est-ce qu'on n'en a plus particulièrement besoin aujourd'hui aussi pour interagir avec l'IA ? Ouais, c'est une bonne question. Moi j'ai l'impression, alors c'est pas scientifique de ce dont je vais parler dans le sens où je ne sais pas s'il y a des articles qui ont été écrits là-dessus, hein, c'est un peu spéculatif, mais aussi quand on observe notre environnement, on se rend compte que c'est quand même un bouleversement, hein, cette intelligence artificielle, et qu'il y a des changements à tous les niveaux, pas seulement à l'université, mais dans le monde professionnel, dans la société, et qu'en fait, du coup, presque par définition, comme les émotions sont des réactions que l'on a à ce qui est important pour nous dans la vie, quand il y a un changement fort et qu'il y a un enjeu particulier, il va y avoir des réactions émotionnelles, forcément. On peut essayer de faire comme s'il n'y en avait pas, mais il y en aura forcément. Et donc, face à l'IA, des émotions comme la peur, comme peut-être la frustration, la colère, mais aussi la curiosité, l'émerveillement, l'espoir, l'intérêt, vont apparaître et apparaissent forcément. Donc, je pense qu'il y a effectivement un engagement émotionnel très très fort avec l'objet intelligence artificielle, mais comme on pourrait le trouver dans d'autres évolutions qu'on aurait de la société. Après, là où il y a des aspects liés aux émotions qui sont peut-être encore plus forts, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher, je pense, de se dire, si l'IA est censée d'une manière ou d'une autre remplacer certaines personnes, est-ce qu'il n'y a pas des dimensions de cette personne, peut-être émotionnelle par exemple, qui, elles, ne pourraient pas être remplacées
par l'IA. Donc il y a des problématiques peut-être à ces niveaux-là qui sont particulièrement importants et qui nourrissent aussi les réactions émotionnelles qu'on a face à l'IA. Exactement. En 2019, les dernières portes ouvertes, on avait focalisé sur le fait de continuer à se former pour rester humain dans l'idée que des compétences resteraient proprement humaines. Or, il semblerait qu'aujourd'hui, l'IA sait aussi déployer certaines compétences, notamment émotionnelles. Elle sait reconnaître certaines de nos émotions, nous répondre parfois avec empathie. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, figurez-vous qu'il y a un champ même assez récent, qui a un nom qui s'appelle Artificial Emotional Intelligence, donc l'intelligence émotionnelle artificielle ou l'intelligence artificielle émotionnelle, comme on veut traduire, qui s'est beaucoup nourri d'un domaine qu'on appelle affective computing, ou informatique affective, qui est né aussi dans les années 90, qui avait un peu comme rêve, en quelque sorte, de pouvoir mesurer automatiquement les émotions. Donc imaginez un monde où il n'y a même pas besoin de vous demander quelles émotions vous ressentez. Votre téléphone ou votre ordinateur avec la webcam, etc. pourrait le reconnaître. Et puis c'est un petit peu un monde du coup qui a rencontré le monde des compétences émotionnelles et ça s'est énormément développé. Et vous avez remarqué à quel point est-ce que de nos jours il y a une explosion des compétences des systèmes d'intelligence artificielle au point que si j'en crois certains résultats de la recherche, un outil comme ChatGPT serait pas mauvais pour certaines compétences émotionnelles, mais par contre pour d'autres compétences émotionnelles il serait extrêmement mauvais. C'est-à-dire que, par exemple, pour la reconnaissance des émotions, on pourrait tout à fait imaginer un système qui puisse aider ou qui puisse même lui-même reconnaître dans quelle émotion vous êtes. D'accord ? Ça ne marche pas à tous les coups. Et ce sont des systèmes qui ont comme limite d'être assez sensibles au contexte. Donc, ils ont du mal à intégrer le contexte, alors qu'en général, pour bien reconnaître une émotion, il faut intégrer le contexte. Mais imaginez un système qui va automatiquement se dire « Ah, vous êtes un peu triste, je vous mets votre musique préférée ». Par exemple, ou je vous recommande de regarder tel épisode de telle série, ou alors je vais mettre une odeur agréable parce que vous n'allez pas bien, etc. Un système qui peut mesurer votre fréquence cardiaque en même temps, qui mesure des variables physiologiques. Donc il y a un grand nombre maintenant de systèmes qui deviennent possibles. Il faut en faire le meilleur usage. Mais il y a des aspects pour lesquels je pense que sur le principe, il y a certaines compétences émotionnelles que les systèmes d'IA n'auront pas. Par exemple, tout ce qui est lié à la conscience des émotions, ce qu'on appelle le feeling en anglais ou le ressenti en français. Quand vous avez conscience que vous êtes amoureux, quand vous avez conscience que vous êtes stressé, vous avez conscience que vous êtes en colère, probablement que ces systèmes-là ne réussissent pas encore à avoir de la conscience et du coup ne vont pas réussir non plus à réguler leurs émotions parce que probablement qu'elles n'ont pas quelque chose qui est de l'ordre du ressenti. Ce que je vous dis, c'est assez évident. En même temps, ça met quand même une limite par rapport à des choses. Par exemple, moi, je ne me reposerai pas sur ce type de système pour des jugements moraux. Vous voyez ? C'est-à-dire quand on doit prendre une décision morale, ou alors pour l'empathie. Tu mentionnais l'empathie, mais l'empathie, dans son sens fort en tout cas, signifie de ressentir la même émotion que l'autre personne ressent. Et là, ces systèmes artificiels, puisqu'ils ne vont pas ressentir, probablement qu'ils ne vont pas non plus être vraiment capables d'empathie. Par contre, l'intelligence artificielle, dans sa forme la plus forte, souhaite intégrer les émotions des machines. Il y a une citation que j'adore proposer de Marvin Minsky, qui est un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle. Puis il avait cette formule magnifique, il disait « La question n'est pas de savoir si les machines intelligentes pourront avoir des émotions, mais de savoir si les machines pourraient être intelligentes sans avoir d'émotions. » Pour dire à quel point est-ce que l'émotion est nécessaire même pour définir une forme d'intelligence, même artificielle. Et on n'en est pas encore, je pense, là de nos jours, mais vu l'explosion de la recherche dans le domaine, c'est possible qu'un jour on utilise ces systèmes d'IA pour des aspects interpersonnels, pour des aspects affectifs, etc. Peut-être qu'on l'utilise pour d'autres champs de connaissances, comme les encyclopédies, tu vois, dont tu parlais, qui ont été remplacées. Peut-être qu'on les utilisera aussi pour d'autres aspects. Effectivement, le World Café avait aussi mis en évidence le lien potentiel et l'usage des IA pour entraîner des compétences. J'aimerais revenir sur un point que tu as souligné, qui était le ressenti. Et avec le ressenti, je tire le fil, peut-être de manière
un peu artificielle, mais je tire le fil, les chevilles rhétoriques jusqu'à l'attention, finalement. Et ça, c'est une autre des compétences sur lesquelles on axe un peu notre focale ces derniers mois, en lien avec de la recherche et en lien aussi avec beaucoup de constats et en réponse à des intérêts. Avec l'avènement du numérique dans les vies quotidiennes, cette capacité à un moment donné de ressentir, de se concentrer sur ce ressenti, finalement utile à la compétence émotionnelle, devient essentielle. Quels sont les ressorts de ce phénomène ? Alors, merci pour cette question. Alors, ce phénomène, c'est tout simplement que nous sommes dans une vraie crise de l'attention. C'est un terme qui a été repris par de nombreux auteurs, notamment le français Jean-Philippe Lachaud, qui a développé tout un programme pour améliorer l'éducation à l'attention, notamment à l'école, commencer le plus tôt possible. Pourquoi est-ce qu'on est dans une crise de l'attention ? Tout simplement parce que l'attention est une ressource cognitive limitée. Et ça, c'est déjà Daniel Kahneman qui le disait dans les années 70 dans son livre Attention and Effort, qui était destiné d'ailleurs aux jeunes étudiants. Et le fait que ça soit une ressource cognitive limitée, cette rareté, finalement, elle est de plus en plus évidente, elle est de plus en plus mise en évidence dans notre société hyper connectée. Et je ne vous apprends pas que nous vivons dans un environnement d'interruption constante, de notifications, de messages. On en a d'ailleurs parlé lors du World Café. Et cette surabondance finalement d'informations crée une surcharge cognitive. Et peut-être un autre élément qui est lié à ce phénomène de cette crise de l'attention, c'est aussi cette illusion qui est liée à notre contexte, c'est l'illusion que nous avons tous et toutes du multitâche numérique et qui diminue notre efficacité. Et d'ailleurs, les recherches en psychologie cognitive et en neurosciences montrent que notre capacité réelle à mener plusieurs tâches simultanément est en réalité très limitée. Or, on pense tous qu'on est capable de faire plusieurs choses en même temps, de jongler entre différents outils, etc. Enfin, pour finir sur ces ressorts de ce phénomène, on vit dans une réelle économie de l'attention. Alors, quand je parle d'économie de l'attention, ça ne parle pas toujours, mais en fait, c'est vraiment un modèle économique délibéré, avec des algorithmes qui exploitent certains de nos biais cognitifs pour maintenir notre engagement sur des plateformes, sur des contenus. Et d'ailleurs, ces phénomènes sont maintenant tout à fait démontrés, à la fois dans de nombreux ouvrages anglophones. Je parle souvent du livre de Johann Hari qui s'appelle Stolen Focus, où en fait, c'est littéralement notre concentration qui est volée au quotidien. Et également le français Yves Citon qui a popularisé dans le monde francophone le terme d'économie de l'attention comme un modèle dans lequel on vit au quotidien. Alors c'est là qu'on va faire le test. Combien d'entre vous ont été dérangés par leur smartphone dans les 5 dernières minutes? Levez la main, n'hésitez pas. Voilà. CQFD. Dans cette économie de l'attention, du coup, réguler notre attention et notre concentration va potentiellement devenir une capacité, j'allais dire, pour contrer ceci. Est-ce qu'on peut parler de compétences ? Oui, tout à fait. La concentration est une compétence qui est développable, mesurable, améliorable. Et je dirais, peut-être pour revenir un petit peu à ce que tu disais, David, sur les compétences émotionnelles, je dirais que c'est même une super compétence dans ce 21e siècle hyper connecté, parce qu'elle paraît en fait essentielle pour acquérir d'autres compétences. Par exemple, c'est une des compétences transversales dont on a parlé lors du World Café. Comment imaginer entraîner son esprit critique sans capacité propre à se concentrer ? Alors, quand on parle de compétences attentionnelles, on parle donc de cette capacité de concentration profonde, mais également de la capacité à gérer son environnement numérique, à prioriser selon les objectifs qu'on a.
et également cette capacité de présence et d'écoute active que vous avez tous et toutes actuellement, vous êtes très concentrés, et dans les interactions. Et en fait, ce que j'aime bien dire quand je parle de ça, c'est que lorsqu'on parle de capacité, de concentration, de problèmes d'attention, inévitablement, on va tout de suite tomber sur des considérations économiques. Les entreprises sont très inquiètes de voir que, en plus de l'absentéisme, il y a aussi de l'absentéisme présentiel, c'est-à-dire que les personnes sont là, mais elles ne sont pas vraiment là parce qu'elles sont tout le temps distraites. Et donc, alors c'est effectivement important, et d'ailleurs, quand on parle avec nos collègues de l'État, des administrations publiques, c'est un phénomène qui inquiète beaucoup, et c'est quelque chose dont il faut parler. Mais quand on parle notamment de capacité à se concentrer sur une conversation, sur de l'écoute active, on parle aussi tout simplement du bien-être et du bien vivre ensemble, pour utiliser un mot qu'on aime bien à l'université, et vraiment la qualité de nos interactions sociales est clé à ce niveau-là. Merci beaucoup. Est-ce que ces compétences, un peu la même question que sur les compétences émotionnelles, est-ce que cette compétence de l'attention finalement va rester proprement humaine? Est-ce qu'on pourrait éventuellement même envisager que l'IA soit un coach nous permettant de rester dans l'attention du moment surtout? Alors, bon, l'IA n'a pas de capacité de concentration comparable à l'humain. Il y a une absence de conscience, d'intention, mais l'IA peut tout simplement simuler certains aspects, de traiter des données sans fatigue cognitive comme on peut l'avoir, une focalisation constante. Les dimensions conscientes, introspectives, émotionnelles resteront a priori humaines, mais peut-être que David voit les choses autrement, peut-être sur le très long terme. Je dirais que la concentration étant un peu comme un muscle que l'on doit continuer à entraîner pour l'entretenir, si on délègue une grande partie par exemple, nos efforts de réflexion, de concentration à l'IA, on peut émettre l'hypothèse qu'on risque d'aller vers un appauvrissement de la capacité à mobiliser cette compétence de concentration. Et un symbole clé qui me vient par rapport à ça, parce que ça m'intéresse particulièrement en ce moment, c'est celui de la lecture. On entend beaucoup de choses sur l'effondrement de la lecture un peu dans le monde. Et d'ailleurs, le dernier baromètre du CNL, donc qui est le Centre national du livre en France, vient de sortir son dernier rapport, là, le 8 avril, et qui montre que les Français et les Françaises lisent de moins en moins, qui est une tendance qui continue à se prononcer, même chez les lecteurs et les lectrices réguliers. Et la cause principale qui est évoquée par le rapport, c'est la guerre de l'attention remportée par les écrans. Alors maintenant, l'IA, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut compenser certains problèmes, en fait, pas vraiment les problèmes d'attention, mais les résultats des problèmes d'attention. Elle peut, vous avez certainement tous utilisé la capacité de l'IA à faire des rapports de séances, même lorsque vous faites des séances sur Zoom, par exemple. C'est assez impressionnant. Donc si vous êtes un petit peu inattentif, peut-être qu'il y a une IA là qui va vous résumer un petit peu ce qu'on est en train de dire. Mais peut-être pour revenir à ton idée sur l'IA comme coach attentionnel, on sait aujourd'hui qu'il y a une popularité de tous ces outils qu'on met au poignet, etc., pour traquer notre rythme cardiaque, etc. On peut tout à fait imaginer un futur où l'IA est aussi utilisée comme coach attentionnel pour nous permettre de non seulement repérer lorsqu'on décroche, par exemple, et nous proposer des manières de restructurer notre environnement d'apprentissage, de travail, pour être plus attentif. On partait presque dans la prospective sur ces derniers éléments, dans l'idée qu'il y a des futurs possibles avec l'IA, effectivement, pour ses compétences, avec l'IA en tant que coach, etc. J'imagine que dans la salle, il y a des questions.
Je vois déjà une ou même deux mains se lever. Je vais donc, si cela vous convient, ouvrir aux questions du public. Merci beaucoup. Quelle question? Ok, excellente question. Donc c'est vrai que l'expérience à laquelle vous faites référence, c'est une expérience sur l'obédience et la soumission à l'autorité, qui a été faite à l'époque par un chercheur qui se demandait comment est-ce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, le nazisme a pu faire tant de ravages et tant de gens ont pu obéir à des ordres qui paraissaient à ce point totalement fous moralement. Et les résultats sont un peu inquiétants, effectivement, sont inquiétants, comme vous l'avez souligné, pour une étude qui aurait repris avec l'intelligence artificielle la même question des recherches. Personnellement, je n'en connais pas. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas été fait. C'était peut-être pas dans le domaine des émotions, c'est pour ça. Par contre, je pense volontiers que selon ce qui est demandé à la personne qui exécuterait les ordres de ChatGPT, par exemple, de faire, je pense qu'on pourrait aller assez loin pour faire des choses, parce qu'au final, ça va être globalement beaucoup une question de la confiance que l'on a dans l'expertise de l'autorité. C'est-à-dire que si jamais l'effet blouse blanche, par exemple, ou l'effet de l'autorité dans l'étude, eh bien, il est intrinsèquement dans l'idée de l'intelligence artificielle, on pourrait peut-être aller loin. Donc des interventions qui permettraient de remettre en cause cette soumission aveugle, en quelque sorte, eh bien, je pense que ce serait, de par l'exemple, démontrer que la confiance que l'on a dans le système artificiel, eh bien, elle n'est en fait pas légitime. Vous voyez ? Et de le démontrer de manière expérientielle, si possible, par des exemples, comme on pourrait... il y a vraiment cette question de la confiance et de la crise de confiance aussi qu'on a dans nos sociétés par rapport à plein d'institutions, par rapport à la politique, etc., dans beaucoup de domaines. Et donc, le problème, ce n'est pas seulement comment est-ce qu'on fait confiance à un système, mais c'est aussi comment est-ce que le système peut être digne de confiance. Donc moi, je m'intéresserai beaucoup à cette question-là de quelles sont les propriétés d'un système artificiel qui font qu'il est digne de confiance ou non, et puis de démontrer par l'exemple qu'en fait, il n'est pas toujours digne de confiance. Et on le voit quand on pose les questions, des fois on se dit, mais comment est-ce qu'il peut sortir quelque chose pareil? Il se trompe complètement dans les références, etc. Donc de démontrer l'erreur possible. À mon avis, on est très spéculatif, mais à mon avis, en allant dans des domaines d'expertise de l'utilisateur. C'est-à-dire, imaginez que, je ne sais pas, si vous êtes physicienne, et puis vous commencez à poser des questions sur la physique au système et que vous vous rendez compte qu'il se trompe complètement, peut-être là, vous n'allez pas suivre ses recommandations éthiques et morales, parce que vous dites, si dans mon domaine d'expertise, eh bien, il ne maîtrise pas, il n'y a pas de raison de penser qu'il serait de bons conseils sur des aspects moraux ou éthiques. Donc de montrer qu'il n'y a pas une connaissance générale dans tous les domaines. Non, ça n'a pas l'air de vous convaincre. Merci beaucoup. On va laisser peut-être Nathalie compléter. J'ai vraiment envie de réagir parce que votre question, elle est très intéressante. C'est la question plus large de la soumission. Jusqu'où gardons-nous notre esprit critique? Restons-nous les maîtres, en quelque sorte, de ces systèmes d'intelligence artificielle? Et dans la lignée de toute cette série d'expériences qui étaient faites à l'époque, aussi dans un contexte politique très particulier, sur la soumission à l'autorité, il y a eu beaucoup aussi de recherches sur le conformisme qui montraient toutes des choses quand même assez classiques et toujours d'actualité aujourd'hui, que dans une majorité, il suffit qu'il y ait un avis divergent, une personne divergente, etc., pour casser cette soumission à une norme commune. Et c'est vrai que ces systèmes d'intelligence artificielle ont je ne suis pas une spécialiste de l'intelligence artificielle, mais pour ce que j'en comprends, ils ont vraiment pour caractéristique de ressortir les réponses dominantes, de regarder comment vous vous comportez et puis d'abonder toujours dans la même direction que la vôtre, de vous transmettre les avis qui correspondent aux vôtres, etc. Donc on est vraiment dans des mécanismes qui pourraient avoir tendance à renforcer le conformisme, l'homogénéité. On peut dire dans certains cas c'est très confortable et dans d'autres cas c'est extrêmement dangereux. Donc, et je pense que là, il y a alors quelque chose, un mot-clé qui me vient en tête et qui est quand même aussi dans l'ADN de nos institutions comme l'université, c'est le mot délibération. C'est ouvrir des espaces où il y a de la divergence de vues, où il y a des avis contradictoires, où on peut exprimer des positions différentes et s'écouter les uns les autres. Ça, je pense que c'est où on fait venir des avis différents. Ça, je pense que ça reste un mot-clé qui est au cœur des institutions universitaires depuis très longtemps et qu'il faut pouvoir absolument continuer à activer
dans nos institutions, quoi, oui. Raphaël ? Oui, très brièvement, je pense que ce qui est important aussi quand on parle de la relation à l'IA, c'est aussi cette notion que le dialogue avec l'IA devient une compétence, cette compétence de prompting. Et finalement, donc nous, tous les ateliers qu'on a fait autour de l'IA pour la communauté formation continue, un des messages clés avec lequel on a commencé depuis 2 ans, c'est ces outils sont très impressionnants, ce ne sont pas des outils qui sont là pour arriver à la vérité. Par contre, ce sont des outils qui sont intéressants pour explorer les possibles. Effectivement, sans approcher le dialogue de manière complexe en termes de prompting, on arrive à des réponses qui reprennent les tendances un peu acceptées. Mais il suffit de communiquer avec, par exemple, ChatGPT ou d'autres IA de type Claude pour lui demander en fait, de faire complètement l'inverse et de dire à quoi je n'ai pas pensé, quels sont les arguments alternatifs à cette position. Donc, mais ça, c'est une compétence. Ce dialogue avec l'IA, ça devient de plus en plus une compétence. Donc c'est sur ça qu'il faut être formé et évidemment accompagner, que ce soit étudiants, élèves, participants de formation continue, dans le regard critique sur les réponses qui sont données. Ne pas les prendre pour telles quelles, mais vraiment les accompagner avec cette approche critique. Un grand merci. Y a-t-il encore une question brûlante ? Gabriela. Oui, absolument. Je pense qu'effectivement, l'économie de l'attention, la crise de l'attention dans laquelle on vit, est aussi marquée par un certain rejet, notamment de certaines formes de diffuser des contenus. On a d'ailleurs vu une explosion de l'intérêt pour les podcasts ces 10 dernières années, à travers aussi un rejet pour les écrans et les contenus de type vidéo, parce que très fatigant pour les yeux, par exemple. Ça a été prouvé scientifiquement qu'il y a aussi un impact sur la vue. Donc effectivement, il y a un espèce de rejet. Après, effectivement, la crise de l'attention, elle est aussi alimentée par les algorithmes dont on parlait tout à l'heure, qui mènent à des comportements qui sont un petit peu paradoxaux, c'est-à-dire qu'on peut être en rejet et fatigué et en surabondance informationnelle, mais on n'arrive pas tout de même à décrocher et on continue à rester connecté en permanence tout en négligeant même son sommeil, etc. Et je me permets de mentionner la docteure Carol Gage avec qui je travaille, qui est donc une neuroscientifique et dont les travaux sont focalisés sur l'attention et qui parle de cette étude souvent réalisée dans les années 60 sur le rat, où en fait le rat, on a en fait, c'est l'étude qui a permis d'identifier le circuit de récompense et on voit le rat qui, en actionnant un levier, active ce circuit de récompense et donc se donne du plaisir et en oublie de dormir. Et plus de 60 ans après, on se rend compte qu'en fait, on fait tout ça lorsqu'on prolonge par exemple l'heure du coucher parce qu'on est captivé par un contenu numérique, par exemple. Un complément, David ou Nathalie ? J'écoute mes collègues sans être une spécialiste de ces matières-là, en posant quand même la question du monde du travail. On voit que les choses avancent très vite. On a parfois l'impression qu'on est effectivement dépassé ou dominé par la situation. Et c'est vrai que quand on voit les compétences assez incroyables des intelligences artificielles, on peut vraiment se dire que nos métiers vont changer. Tous. Les nôtres aussi. Il y a des choses pour le bien. Il y a une série de tâches rébarbatives que l'IA fait très très bien. Mais effectivement, on peut se poser la question de ce que vont devenir nos métiers, comment on va y réagir, etc. Et je pense qu'en même temps, face à ça, quand je vous entends, il ne faut quand même pas perdre de vue non plus qu'un des enjeux, c'est j'ai envie de le dire un peu naïvement, mais finalement de construire un monde du travail qui soit meilleur pour nous tous. Et que de ce point de vue-là, on a une marge de manœuvre et une marge de décision. J'ai entendu avec bonheur que
ces intelligences artificielles n'ont pas encore la capacité de réflexivité, de conscience, de décision morale, de réflexion éthique, etc., etc. Et je crois qu'on a là, nous, une belle marge de manœuvre en se disant, il y a quelques années, on a vu arriver Meta. D'ailleurs, c'était aux dernières portes ouvertes de la formation continue, où on avait fait des petites expériences d'enseignement dans le métavers, et le métavers a disparu. Depuis lors, le métavers, en fait, techniquement, la possibilité était là, on était à bout touchant, et puis en même temps, nos sociétés ont fait le choix de ne pas y aller. Je pense qu'il y a la même chose pour l'intelligence artificielle, c'est entretenir cette capacité, on retombe sur le mot délibération, cette capacité qu'on a de réflexivité sur les choix qu'on fait. Et pour ce qui me concerne, moi, qui suis plus intéressée aussi par les questions de formation en organisation et de gestion des ressources humaines, je pense que au-delà de l'évolution des métiers, elle n'est jamais mécanique, malgré les chiffres parfois préoccupants qui circulent. Autant de métiers vont disparaître, 50% des métiers d'aujourd'hui, de demain n'existent pas encore aujourd'hui, etc., etc. Ces chiffres préoccupants, c'est au cas par cas, dans chaque équipe, dans chaque organisation, dans chaque métier, qu'on décide de les transformer en réalité ou pas, en fait. Et donc, il y a vraiment un travail collectif à faire, au cas par cas, sur voilà ce que l'IA peut faire. Qu'est-ce qu'on peut en faire ici pour nous faciliter la vie, en ayant pour critère que l'idée, c'est effectivement, bien sûr, il y a un enjeu de capital humain, de compétences derrière ça, mais il y a aussi vraiment des énormes enjeux sociaux, de santé mentale, de lien social, etc. En circulant dans les ateliers, je trouvais qu'il y avait des extrêmement belles réflexions qui s'échangeaient dans le World Café sur mais finalement, est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est ça, passer, arrêter, ne pas dormir pour scroller sur son smartphone, jusqu'où on va en fait dans l'usage qu'on fait de ces outils? Et c'est là qu'il y a une vraie marge, à mon sens encore pour l'humain quand même, dans cet univers-là. Et c'est là aussi que la question du coup ne se réduit pas à la question des compétences transversales, qui ont l'air un peu de s'imposer comme des évidences, mais gardez en tête que derrière cette notion de compétence, il y a quand même aussi cette notion de volonté, de choix, d'autodétermination individuelle et finalement collective dans nos démarches, quoi. Ouais. Super, est-ce qu'on laisse à Nathalie le mot de la fin? Merci beaucoup.